On récapitule. Il y a environ 47 siècles, alors que le reste de la planète se promène encore vêtu de peaux de bêtes, les bâtisseurs ont construit la grande pyramide de Gizeh. Alors il y a une citation qui est tout à fait pittoresque, consiste à dire que tandis que les Égyptiens, ou ceux qui les ont aidés, bâtissaient leurs pyramides, le reste de la planète était vêtu de peaux de bêtes. Ça va faire très très plaisir, naturellement, à tous les habitants du Proche-Orient, de la Mésopotamie, de l'Inde, de la Chine, et même de certaines régions d'Amérique précolombienne, qui avaient déjà un niveau de civilisation extrêmement intéressant, même une urbanisation. Songez même à la récente découverte des cercles de pierre de Urfa, qui remontent au 10e millénaire, hein. Encore une fois, ignorance absolue, enfin c'est une citation gratuite, qui est faite pour impressionner, pour essayer de décaler complètement l'histoire et dire c'est pas possible que ce soit une civilisation humaine parce que la planète est en fait une peau de bête, comment voulez-vous que les Égyptiens aient pu construire des pyramides? Donc une fois de plus, on rejette complètement une réalité prouvée, connue, historique, parfaitement attestée et validée pour la remplacer par une image absurde. Pourquoi l'égyptologie s'accroche-t-elle à cette durée ridiculement courte de 20 ans? Parce que si elle admettait une durée plus longue que la durée du règne de Khéops, ça ne pourrait plus être son tombeau, ce qui ne se discute pas. Voici la position officielle. On a longtemps, pas les égyptologues je précise, mais on a longtemps fait courir l'idée que les pyramides pouvaient avoir une autre fonction. C'est totalement exclu. Car si elle n'était pas le tombeau de Khéops, que pouvait-elle bien être? Question angoissante. Mais d'abord, est-ce que ce sont vraiment des tombeaux? Est-ce que les pyramides ne pourraient pas avoir une autre fonction? Bon, c'est totalement exclu d'imaginer une autre fonction. Elles ont été inventées, conçues uniquement pour ça. Référence est en fait de la tombe du roi Djéser, qui a eu la première pyramide et qui a voulu ce signal pour l'éternité. Donc toutes les pyramides qui ont suivi étaient effectivement des tombes royales, parce que la pyramide, jusqu'au Moyen Empire, est un monopole du roi. Et toutes les pyramides recèlent une chambre funéraire dans laquelle, effectivement, il y avait un sarcophage et dans laquelle, comme elles ont toutes été pillées, évidemment, il y a plus grand monde dedans, mais on sait qu'il y a eu une inhumation royale dans ces pyramides. Alors, il y a des pyramides qui n'ont jamais reçu de corps. C'est ce qu'on appelle les satellites. Parce que le roi, il était roi des Djéser, roi de Haute et de Basse-Égypte. Les souverains égyptiens ont toujours tenu à ménager cette susceptibilité culturelle qui fait que le nord de l'Égypte, jusqu'au milieu à peu près, n'avait pas exactement la même culture, les mêmes habitudes que le sud de l'Égypte. Donc, il se nommait, il assurait cette distinction entre les deux parties du pays, et il était roi de Haute et de Basse-Égypte. Alors, c'est l'inverse, parce que le Nil, il va vers le nord, c'est un peu embêtant. Nous, on pense au Rhône. Quand on dit que le Rhône va vers la mer, il va vers le sud. Là, le Nil, il va vers le nord, il va vers la Basse-Égypte. Et toutes les pyramides auront donc un satellite, ou plusieurs satellites. Et ce satellite, ça peut être le tombeau du sud du roi, qui est vide, d'une petite tombe, avec une petite pyramide, qui est le simulacre de la grande, mais aussi, n'oublions pas, car il n'y avait pas d'ostracisme de la femme dans la société égyptienne, la reine a le droit aussi au rituel funéraire du roi, et elle aussi va le rejoindre, et tous les deux vont rejoindre le monde du divin pour lutter contre les forces du chaos pendant la période nocturne. Donc, la reine est inhumée, ou les reines, parce que les rois étaient souvent polygames, ont droit à leur pyramide, dans laquelle était effectivement, cette fois c'est pas la satellite pyramide du Sud. Donc, on a des pyramides en grand nombre. On compte entre 80 et 90 pyramides actuellement en Égypte. Il y en a d'autres qui ont été rasées, naturellement, qui ont disparu. Mais ces pyramides ont toujours été et uniquement des tombeaux. Il est exclu d'y voir une autre fonction. N'ayant pas des blocs modulaires, il n'y a pas de ligne de fracture, donc chaque bloc reprend les contraintes de l'autre, donc on a un mur qui est très très robuste. En effet, ce type d'assemblage résiste le mieux au séisme, et la preuve la plus flagrante en est la Grande Pyramide, toujours en place. Si c'était bien la raison de ces formes, cela voulait dire que les bâtisseurs le savaient. Mais comment auraient-ils pu le savoir, puisque l'antisismie est une science moderne? On pourrait parler, on peut dire, deux mots aussi sur les précautions antisismiques prises par les bâtisseurs de l'Antiquité, et entre autres par les Égyptiens. L'Égypte, en effet, se trouve à l'extrémité nord d'une faille, qui est la faille d'Afrique orientale. Dans la vallée de l'Omo, par exemple, elle est matérialisée de manière extrêmement spectaculaire. Et 2 à 3 fois par siècle,
il y a une secousse sismique en Égypte. Ces secousses sismiques n'ont jamais été cataclysmiques. Rien à voir avec ce qui se produit en Turquie, en Grèce ou en Italie. Ce sont des secousses qu'on ressent. J'étais au Caire au moment où il y a une secousse sismique, donc on a vu, il y a eu des lézardes importantes, il y a eu dans les monuments antiques quelques effondrements, mais ça n'avait rien de spectaculaire. C'est des vibrations qui durent 5 secondes, 5-10 secondes, c'est tout juste il y a une réplique, et ça s'arrête là. Donc les Égyptiens ont connu évidemment des secousses sismiques. Dans leurs 3000 ans d'histoire, ils ont eu largement le temps. Et ils avaient compris d'autre part que lorsqu'on construisait trop près au bord du Nil et que le monument qui avait été construit risquait de se trouver en zone inondable, alors en principe, depuis la préhistoire, les Égyptiens, quand ils construisaient une ville ou un sanctuaire, se mettaient sur une colline, évidemment sur une butte, de façon à ce qu'ils soient à l'abri des hautes eaux du Nil. C'est complètement élémentaire. Mais enfin, il arrivait que quelquefois, les eaux montent plus haut que prévu, il y avait un ramollissement du sol, donc il y avait un risque d'enfoncement, et puis il y avait aussi ces fameuses secousses sismiques qui pouvaient disloquer les structures. Alors ils ont eu l'idée de relier toutes les pierres des mêmes assises par des crampons en bois en double queue d'aronde. C'est eux qui ont inventé le procédé, c'est pas les Grecs. On le retrouve d'ailleurs beaucoup plus tard, des siècles plus tard, en Amérique andine, parce qu'il y avait le même risque de secousses sismiques, bien évidemment. Donc toutes les pierres sont reliées par des crampons en bois, très épais, en double queue d'aronde, qui fait que toutes les pierres de chaque assise sont chaînées entre elles. Donc, quelle que soit l'importance des secousses sismiques et l'ampleur éventuelle des vibrations, le monument ne peut pas se disloquer. Toutes les pierres restent solidaires. Alors, dans certains cas, ils utilisaient même des crampons en granit dans les socles des obélisques, là où on craignait le plus évidemment que les vibrations ne risquent de disloquer, de faire tomber l'obélisque au sol, ce qui ne s'est pas produit. Là, ils mettaient des crampons en granit, donc ils creusaient ces cavités en double queue d'aronde et ils scellaient les éléments avec des crampons en granit, ce qui rendait absolument inamovible le socle sur lequel était posé l'obélisque. Donc, l'intelligence des Égyptiens bâtisseurs, 1000 et 1000 fois prouvée, évidemment, s'il était nécessaire de le dire, sans qu'ils aient besoin d'une race supérieure, fait qu'ils avaient déjà songé à trouver une parade au risque sismique. Et c'est une réalité tout à fait réelle. Bon, le professeur Joseph Davidovits propose une nouvelle théorie qui soutient des blocs composant les pyramides auraient été fabriqués à partir d'argile. On s'est rencontré avec Joseph plusieurs fois. Il a été très surpris de mes connaissances. La réalité, je le dis, peut-être de manière immodeste, j'avais trouvé le procédé très largement avant lui, mais je me suis pas intéressé à la manière de le réaliser. Ça se voit. La première fois que je suis allé visiter les pyramides de près, j'ai vu qu'il y avait des pierres, probablement molles à l'origine et durcies après, c'est-à-dire ce qu'on appelle depuis lui géopolymères, des pierres parfaitement naturelles mais artificielles dans leur création. Ça peut se démontrer, il y a 8 manières de les démontrer, de la même manière qu'il y a 8 méthodes de construction dans les pyramides égyptiennes. Les vraies, je parle de celles du plateau de Gizeh, les autres ce sont des imitations grossières. Bon, eh bien, l'une de ces méthodes, c'est le géopolymère, voilà. Il faut savoir, on l'a dit, l'Égypte a découvert l'architecture de pierre. Il y a de la pierre à bâtir sur les 2 rives du Nil, du nord au sud, en surabondance. Il y a des carrières partout. Et brusquement, les Égyptiens auraient eu l'idée, à très haute époque, d'extraire la pierre, d'en faire de la bouillie, et avec cette bouillie de fabriquer un mortier, puis de mouler ce mortier en forme de pierre pour construire des monuments. C'est exactement comme si, dans des pays de forêt, pays scandinaves par exemple, où on a du bois en surabondance, on est dit, tiens, on va construire avec le bois, mais comment on va faire? Il faudrait des troncs rectilignes pour faire des poutres. Ah ben voilà ce qu'on va faire, on va couper les arbres, on va réduire le bois en bouillie, on va faire une pâte, on va mouler cette pâte pour faire des grands cylindres, et on aura des troncs ou des poutres. C'est aussi stupide. Première stupidité. La deuxième, le principe même du moulage des matériaux, c'est la standardisation. On va pas faire 2 millions, puisqu'il y aurait 2 millions de pierres, 2 millions de moules pour les pyramides, on va faire un seul moule. Et toutes les pierres du massif auront exactement le même volume, la même forme. On va pas faire autant de moules qu'il y a de pierres. Donc, absurdité totale, il n'y a pas 2 pierres de la pyramide de Khéops, ni d'aucune d'entre elles, qui aient même dimension. Elles sont toutes singulières. Il y a simplement le respect d'une hauteur d'assise approximative
lorsqu'on approche des parements, pour qu'il y ait ces fameux degrés extérieurs sur lesquels on va reposer les pierres du parement. Mais pour le reste, elles sont toutes singulières en profondeur, en largeur, en tout ce que vous voudrez. Et ensuite, alors, on les moulait quand? Avant, et ensuite il fallait les transporter. Où est l'intérêt? Autant prendre des pierres normales pour les transporter, les mettre en place. Alors Davidovits dit, avec beaucoup de candeur, pas du tout, on les moulait sur place, à l'emplacement définitif. Ah bon? Mais alors, où est le moule? Comment on le retire? Ah ben, on le retire pas, se mouler contre les pierres voisines. Alors, le principe même, lorsque vous allez mouler quelque chose en coulant un mortier sur un support minéral de même nature, il va se souder littéralement au précédent. Donc, vous ne verrez plus de joints. Le problème, là, c'est que toutes les pierres sont séparées justement par des joints, que ce soit horizontaux ou verticaux. Absurdité totale, supplémentaire, excite vraiment, sans la moindre hésitation, la sottise des pierres moulées. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'une image ne sera jamais une preuve. Mais elles sont parfois troublantes, comme c'est le cas de celles qui vont suivre. Tous les objets incompris sont quasiment toujours relégués au rang d'objets religieux. Voici donc des cuves sacrificielles. Alors à propos des cuves sacrificielles, les Égyptiens pratiquaient le sacrifice des animaux, on offrait des béliers, on offrait des taureaux, etc. Et effectivement, il y avait, sur les sanctuaires d'Abousir, un sanctuaire solaire, on a trouvé des endroits où la viande était dépecée. Donc on découpait la viande à cet endroit-là. Alors ce sont des cuves comme des cuves de sacrifice, on en a ailleurs. Par exemple, au bas de Saqqara, il aurait pu les montrer, c'est encore plus impressionnant, il y a les grandes tables de sacrifice des taureaux. Et là, on a effectivement la forme en cuvette, avec un petit canal qui permet au sang de s'écouler. Alors ce sang était-il recueilli ou non, évidemment, on n'en sait rien. Mais on a aussi les images qui correspondent à ces sacrifices. On voit l'animal qui a les pattes liées, et puis le boucher est en train de lui trancher la gorge pour assurer le sacrifice. Et on a trouvé un grand nombre d'os, notamment, près de ces cuves sacrificielles, qui montrent que la viande était dépecée et offerte en sacrifice. Alors probablement aussi consommée. Naturellement, cette viande était distribuée aux fidèles et consommée, et on offrait à la divinité, comme on le faisait presque partout, les viscères, la graisse, éventuellement la peau, encore que la peau des bovins soit très utile pour faire du cuir, naturellement. Mais ça n'a absolument rien de mystérieux. Là, je vois pas où pourrait se situer l'intrigue. Que vous pratiquez des sacrifices d'animaux, c'est cohérent et c'est une pratique absolument universelle. On voit rarement ces objets dans les livres, et pour cause. Celui-là, il est au Muséum du Caire. Oui. C'est un vase à fleurs de lotus. Non, je me souviens pas, non. Vous vous souvenez pas? Je me souviens pas. Ils dérangent parce qu'on ne se les explique pas vraiment. Très sincèrement, bien que je n'ai rien à proposer, je ne vois pas un vase en regardant cet objet. D'ailleurs, l'endroit où devrait se placer la fleur est percé. Alors, il y a des objets insolites, parce que, quand même, l'archéologie, c'est des foules de questions qui restent à résoudre. Heureusement, sinon il n'y aurait plus d'archéologie, il n'y a pas de recherche scientifique. Tous ces gens impatients qui estiment que l'astrophysique est une science aboutie, et pourquoi on n'explique pas les trous noirs, etc. Bon, tout ça est insensé. Évidemment, il y a des milliers de questions sur les civilisations de l'Antiquité, et sur l'Égypte en particulier, pour lesquelles on n'a pas de réponse, et pour lesquelles on n'aura peut-être jamais de réponse. C'est tout, c'est pas la peine d'inventer des fantasmagories. Alors ce disque de sabou, il est au musée du Caire, c'est un objet en schiste, qui est extrêmement fin, alors le nom de sabou, il est connu, c'est un prince de la première dynastie, je crois. Et cet objet, il y a un petit renflement au centre, et puis des espèces de 3 pétales qui se replient, qui est une taille extrêmement fine. C'est une époque où on faisait des choses extrêmement fines, comme en prouve d'ailleurs le trésor du roi Djéser, où il y avait des 40 000 vases d'une taille, d'une finesse absolument remarquable. Et il y a au milieu une cavité qui pourrait être l'axe de quelque chose. Alors, c'est pas l'axe d'une hélice, évidemment. Et c'est pourquoi les Égyptiens ont dit, mais c'était peut-être un brûle-parfum. Bon. On n'en sait rien, en réalité. Non, c'était peut-être l'accessoire de quelque chose, qui représentait une partie de quelque chose d'autre, mais a priori, on n'a pas de réponse à donner. Ça ne m'angoisse pas particulièrement. Il y a beaucoup d'objets, effectivement, qu'on trouve dans les fouilles, pour lesquels on n'a pas de fonction. D'autant qu'il n'y a pas forcément une fonction. Ça peut être quelque chose qui appartient à un rituel. Il n'y avait pas l'art pour l'art chez les Égyptiens, donc il y a quelque chose à trouver dans ce sens, effectivement. Mais peut-être qu'on n'aura jamais de réponse sur le disque de sabou. Bon, ça n'apporte rien, je veux dire, de plus dans la connaissance ou dans la méconnaissance de la civilisation égyptienne. Ça ne l'entame absolument pas dans sa réalité.
Bloqué dans cette impasse, je suis retourné voir le chercheur que j'avais rencontré, et c'est alors qu'il m'a montré cette étonnante photo. J'étais stupéfaite de découvrir qu'aussi loin de l'Égypte, on trouvait le même genre d'assemblage dans le passé. Alors, le film insiste beaucoup, en tirant des traits rouges sur une map monde d'ailleurs, pour relier l'île de Pâques, Machu Picchu, que sais-je, Chichen Itza, la Grande Pyramide. C'est un jeu totalement infantile, évidemment, qui n'a strictement aucune définition, qui est un jeu d'ailleurs des ufologues. Ils jouent à ça pour tracer l'itinéraire des soucoupes volantes. Alors on l'a vu à tel endroit, tel endroit, tel endroit, ils tracent une ligne rouge. Bon, ça procède de la même méthode tout à fait dérisoire, sans aucune signification. Alors, selon lui, c'est probablement des traits d'union. Ça veut dire que les gens qui travaillaient en Amérique précolombienne, en Amérique andine ou à l'île de Pâques, travaillaient en même temps dans la vallée du Nil. Alors, ça pose des problèmes de chronologie très complexes. Là. Vous l'imaginez, évidemment, on bouscule la chronologie, on la balaye. Non, ça n'existe pas, on ne sait pas des tels monuments en pierre, donc ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Alors, le fait que la pierre, ça travaillait de la même manière, d'abord pas exactement, mais qu'on utilise la pierre pour construire des murs en Égypte, dans l'Amérique andine ou au Mexique ou ailleurs, c'est simplement parce que quand on utilise la pierre, il n'y a pas 36 000 manières de la façonner, il faut que les pierres puissent s'empiler, s'emboîter les unes dans les autres. Et ce que semblent ignorer complètement les auteurs du film, c'est que sur toute la surface de la planète, il y a une seule espèce humaine, c'est l'Homo sapiens, qui depuis quelques 100 000 ans ou plus, d'ailleurs on le vieillit régulièrement, ce brave Homo sapiens, et que lorsqu'il a à résoudre un problème technique, très souvent, il trouve la même solution. Alors on pourrait dire qui a inventé les procédés de briquet en bois pour allumer du feu. Il n'y a pas eu un représentant de commerce qui est venu avec son petit bâton qu'on faisait tourner dans un bois tendre, dans lequel on mettait des lycopodes de champignons ou des pieds de poussière de feuilles bien sèches. On l'a inventé partout, en différents endroits, en différents moments. Au moment où c'était opportun, où on a eu l'idée de l'inventer. L'arc a été inventé effectivement à différents moments, différents endroits sur toute la planète, et on a taillé la pierre de la même manière sur toute la planète, partout on a utilisé la pierre. Faire un rapprochement, sous prétexte qu'on a utilisé des pierres à Machu Picchu et qu'on en trouve en Égypte, ça n'a strictement aucun sens. On pourrait dire aussi, pourquoi est-ce qu'on a mis des chaussures aux gens à Machu Picchu et on mettait aussi des chaussures en Égypte? Ah, c'est prodigieux, c'est la même civilisation. C'est aussi absurde. On peut évoquer, puisque je crois que le film fait des allusions, au principe de la pyramide. Ils veulent absolument que ce soit les mêmes qui aient apporté la pyramide partout sur la planète. Or, une fois de plus, nous retombons dans ce même cliché complètement évident. Partout, c'est l'Homo sapiens. L'Homo sapiens a les mêmes intentions, il doit résoudre les mêmes problèmes. Il convient de montrer sa présence, de montrer sa puissance. Il convient d'honorer un souverain dont la vanité veut dominer un pays, une population pendant l'éternité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va monter quelque chose qui va être un signal. Et quoi de plus sommaire, de plus simple qu'un signal que de faire un tas de terre, un tas de cailloux, plus ou moins disciplinés selon les techniques contemporaines. Donc, qu'il y ait des pyramides, des formes tumulaires sur toute la planète, c'est une évidence, c'est, je dirais presque une nécessité pour servir les ambitions de chaque communauté, à différentes époques évidemment. Évitons de les mettre en relation, bien entendu. Sur l'énormité des matériaux utilisés, des pierres en l'occurrence, il est un fait que dès que l'homme a eu l'idée de bâtir ou d'utiliser la pierre, il y a eu une volonté, une vanité de montrer qu'on était fort et puissant. Songez par exemple, un exemple très banal, les remparts dits cyclopéens de l'époque mycénienne sont faits de pierres absolument colossales. Les remparts de Midéa, les remparts de Tyrinthe, de Mycène ont 7 à 8 mètres d'épaisseur, alors que leurs agresseurs éventuels n'avaient que des flèches ou des balles de fronde. Donc, on mesure là la disproportion entre la réalité du péril et la nécessité de bâtir un ouvrage colossal qui n'a rien à voir avec l'intensité de ce péril ou le danger que pouvait présenter un agresseur. Simplement parce qu'il faut montrer qu'on est très fort. Alors évidemment, il y a un côté superstitieux, mystique qui intervient. On veut montrer que les dieux sont avec nous. Et effectivement, les Mycéniens voulaient montrer qu'ils avaient avec eux les dieux de l'Olympe ou des personnages monstrueux qui étaient les Cyclopes par exemple, qui les aidaient à bâtir leurs forteresses et que par conséquent,
avant de s'en prendre à eux, il valait mieux réfléchir, parce que ils voyaient le résultat sous leurs yeux, des remparts qui étaient construits par des gens qui avaient une surpuissance qui leur venait du monde du divin. Donc c'est vrai que les premiers bâtisseurs ont souvent eu cette tendance à impressionner les autres en surdimensionnant ce qu'ils faisaient. Alors on songe aux mégalithes. Il y a deux choses dans les structures mégalithiques. Il y a ce qu'on appelle les dolmens ou les chambres, les allées couvertes, qui n'étaient pas visibles. Elles étaient toujours recouvertes soit par un tumulus de terre, qui a été lavé évidemment par les eaux de pluie depuis les millénaires qu'ils sont là, ou par des pierres, moi c'est les cairns. Donc il y a les deux cas de figure qui existent exactement. Et là on ne voyait pas, le travail colossal était dissimulé, c'était la tombe du roi, la tombe du chef. Mais il y avait aussi ce qui était visible, les pierres dressées, le menhir, les alignements. Alors là il y avait quelque chose de perceptible effectivement, et les voyageurs, les étrangers qui arrivaient dans une région où ils voyaient ces pierres dressées, soupçonnaient, pensaient que ceux qui les avaient transportées et dressées, souvent sur de grandes distances, bénéficiaient d'un appui divin. C'est le cas pour les cercles. Les cromlechs, le Stonehenge par exemple, est un exemple caractéristique. C'est le cas justement pour ce cercle de Urfa, enfin près de Urfa en Turquie orientale, où effectivement ce sont des bâtisseurs qui commencent à utiliser la pierre. Ils ne construisent pas de demeure avec, ni même de sanctuaire, encore que ces cercles de pierre ont une fonction rituelle, mais ils ne ferment pas un espace autrement que par un réseau à claire-voie, mais qui est parfaitement perceptible, évidemment. On voit qu'ils ont la capacité de transporter des objets extrêmement volumineux qui semblent dépasser les capacités humaines. Donc, il y a, c'est vrai, cette volonté primitive de vouloir impressionner l'adversaire potentiel en montrant sa force et sa puissance, et on peut associer dans certains cas l'esprit archaïque, si vous voulez, ou archaïsant d'une population dans le fait qu'il va impressionner le visiteur, le voyageur ou l'agresseur avec ses capacités physiques à transporter des charges surhumaines. Il y a une certaine réalité, mais qui ne doit rien, évidemment, à une puissance maléfique, divine, au côté obscur de la force. C'est évident. Pour les Égyptiens, avec 5 ou 6 assises de pierre, on arrivait au sommet d'un mastaba, parce que les pierres sont énormes, elles ont 60 cm de hauteur, mais ce sera vrai à d'autres époques. Lorsqu'on va standardiser la taille à l'époque grecque et romaine, on va standardiser les hauteurs d'assises à 2 pieds, donc 60 cm. Donc là, c'est un côté pratique, et dans toutes les carrières, on va extraire des pierres qui ont des hauteurs, la longueur est différente, mais la hauteur sera toujours de 2 pieds. Donc ça, c'est une question de standardisation. Et puis par la suite, les Romains vont utiliser largement la maçonnerie du mortier. À ce moment-là, il n'y aura plus à se donner la peine, le mal, de tailler avec beaucoup de perfection tous les côtés d'un cube de pierre ou d'un parallélépipède de pierre. On va descendre des petits moellons à très grande vitesse et puis on va les juxtaposer en les collant avec un mortier. À ce moment-là, c'est autre chose, c'est une autre standardisation qui va permettre d'économiser, de gagner du temps et d'obtenir finalement le même résultat puisqu'on met par-dessus un enduit, un stuc et on va imiter de la pierre de grand appareil. Donc tous les cas de figure se présentent selon les époques et les capacités techniques. Voilà. Et c'est sur celui-là que s'appuie en grande partie l'égyptologie. Comment être certain que la version d'Hérodote est la bonne? Les Égyptiens ne décrivent pas le chantier des pyramides, c'est vrai, et Hérodote, qui écrit au 5e siècle une histoire de l'Empire perse, il fait une enquête, il fait le tour de l'Empire perse, des régions qui ont été soumises aux Perses, pas de la Perse elle-même, donc de l'Asie mineure, de la Syrie, et de la vallée du Nil, qui a été soumise aux Perses, et il décrit ces pays tels qu'ils sont et tels que les Perses vont les gouverner. On fait des satrapies un peu partout, mais des gouverneurs perses. Donc il se rend en Égypte, effectivement, et comme c'est un esprit curieux, il n'invente pas, il n'a pas l'imagination d'un inventeur, donc il reproduit ce qu'on lui dit. Mais il ne peut pas valider, naturellement. Donc, il demande au clergé qui parlait grec, parce que la langue grecque était devenue très parlée en Égypte, elle le sera encore plus, évidemment, après Alexandre, mais déjà, le grec était une langue véhiculaire très parlée, et parce qu'il y avait beaucoup de mercenaires grecs, notamment, qui œuvraient dans l'armée égyptienne, et il demande comment on avait construit les pyramides, si on a des informations. Alors, il n'y a pas d'informations d'ordre chronologique, évidemment, même si on a déjà les listes de rois. Et on lui explique qu'on utilisait des machines avec des pièces de bois courts pour monter les pierres d'une assise à l'autre. C'est suffisamment flou
pour qu'on dise un petit peu tout ce qu'on veut à partir de ça, mais ça correspond au moins à une chose, c'est-à-dire que ces rampes, dont on a la certitude qu'elles existaient évidemment, ces rampes n'allaient certainement pas au sommet des pyramides, sauf pour des petites pyramides de 20 mètres de haut. Elles s'arrêtaient lorsqu'on avait mis en place le maximum de volume, c'est-à-dire le tiers ou la moitié de la hauteur. Après, ça allait beaucoup plus vite, évidemment. Et à ce moment-là, c'est vrai que les pierres étaient hissées d'une assise sur l'autre, manifestement uniquement avec des leviers. Bon, la hauteur est pas colossale, au fur et à mesure qu'on monte, d'ailleurs, les hauteurs d'assises se réduisent. Donc, ça doit correspondre à ce moment d'achèvement de la construction d'une pyramide où on utilisait des leviers. D'autant que l'art de bâtir au 5e siècle en Égypte, peu ou prou, c'était toujours celui de l'Ancien Empire ou du Nouvel Empire. Il y a une certaine immobilité dans les techniques égyptiennes qui n'ont pas beaucoup évolué, parce que même le fer arrive très timidement avec les Perses puis avec les Grecs. Mais on continue à bâtir en Égypte. On va continuer à l'époque romaine à construire des temples qui sont des temples égyptiens comme on les construit depuis plus de 1000 ans. Le temple d'Edfou, par exemple, il est terminé à l'époque romaine, on va même jusqu'à l'époque hellénistique puis romaine. C'est un temple qui n'a pas d'âge. Il aurait pu être construit effectivement au 2e millénaire, au 1er millénaire, ou à l'époque hellénistique, ou à l'époque romaine. Donc il y a un certain immobilisme dans les techniques qui font que le témoignage d'Hérodote, qui recueille des témoignages de prêtres égyptiens qui sont érudits, a une part de vraisemblance. Il n'y a rien d'invraisemblable, en tout cas, dans ce que les Égyptiens ont déclaré à Hérodote. Ce qu'il dit, il le dit d'ailleurs pour la momification, c'est tout à fait pertinent d'ailleurs, et on peut croire ce qu'il dit comme étant une partie de la réalité. Mais on peut pas en dire plus, on n'a pas de dessin, on n'a pas de description plus précise. Il me montra ensuite que la plus grande surface visible, les 4 faces, divisée par la plus grande surface invisible, la base, donne phi, le fameux nombre d'or. J'avais déjà entendu parler du nombre d'or, mais je ne savais pas grand-chose sur le sujet. J'ai découvert que c'est un nombre unique dans l'infini des nombres. Il est le seul à présenter cette curieuse relation. Le nombre d'or plus 1 égale le nombre d'or au carré. Le nombre d'or moins 1 égale l'inverse du nombre d'or. On ne peut pas faire l'économie du dessin de l'architecte, de ses connaissances mathématiques. Alors il est bon de commencer par un ostracone, qui est une plaque de calcaire qui est grande comme une main à peu près, qui a été trouvée à Saqqara, dans le grand sanctuaire funéraire du roi de Djéser. Donc ça remonte à 2700 avant Jésus-Christ, donc bien avant la construction de la Grande Pyramide. Alors cet ostracone, en voici le dessin. J'ai fait un calque, il est au musée du Caire, au premier étage, dans le mobilier matériel de chantier des Grandes Pyramides. On y voit une courbe, et puis des verticales. Et dans les espaces entre ces verticales, des valeurs chiffrées, écrites en hiéroglyphes. Ici, vous avez le dessin qui est la coudée, c'est le bras et l'avant-bras dans cette position, qui fait 52 cm 3. Puis la valeur numérique des coudées. Donc il y a 4 coudées. Donc ça se lit, vous voyez, de manière extrêmement claire. Puis ensuite, vous avez la paume. La paume, c'est une main ouverte dans cette position. Puis vous avez la même chose, vous avez donc 3 paumes. Et puis, vous avez 2 doigts, c'est le dessin du doigt. Donc, vous avez ici une valeur verticale, qui est évidemment de 3 coudées, 3 paumes et 2 doigts. C'est la valeur de l'ordonnée. Vous avez la construction d'une courbe par abscisse et ordonnée en 2700 avant Jésus-Christ, avant que les extraterrestres n'arrivent, puisqu'ils ne sont venus que beaucoup plus tard, à l'époque de Khéops. Alors, on n'a pas la valeur sur la ligne horizontale ou X ou Y, on l'a pas parce que, ou bien c'était équidistant, ce qui est vraisemblable, naturellement c'est le plus vraisemblable, ou bien c'était sur un autre ostracone qu'on n'a pas retrouvé. Mais c'est déjà prodigieux de songer qu'un architecte, au début du 3e millénaire, avait des notions de mathématiques qui étaient à peu près celles de terminale aujourd'hui. On apprend à dessiner des courbes par abscisse et ordonnée entre la première et la terminale. Moi, j'ai appris ça quand j'étais en mathelm, si vous voulez. Donc, ça correspond à peu près à la fin des études secondaires. C'est dire si les Égyptiens n'étaient pas du tout ignorants en matière de mathématiques. Mais ils choisissaient toujours des solutions très simples. Alors, revenons sur la composition géométrique de la Grande Pyramide qui a fait couler de l'eau, évidemment, d'une manière hallucinante. On parle beaucoup du nombre d'or. Il faut savoir que ce nombre d'or
que nous exprimons arithmétiquement, racine de 5 plus 1 sur 2 égale 1,618, les Égyptiens se moquaient éperdument de la valeur chiffrée de ce nombre. Ça n'avait strictement aucun intérêt pour eux, il faut bien le savoir. Pour eux, la seule chose qui comptait, ils savaient lire et compter naturellement, mais ils n'auraient pas pu écrire 1,618, leur système leur interdisait. Ce sont les Grecs qui, les premiers, laborieusement d'ailleurs, ont commencé à écrire la valeur de pi, songez à Archimède et la méthode des polygones, etc., à écrire ces chiffres très, très complexes pour les systèmes de l'Antiquité. Alors, les Égyptiens, ils résumaient tout à un dessin géométrique. Pour eux, les mathématiques, c'est de la géométrie, que l'on peut traduire arithmétiquement lorsqu'ils avaient à calculer une surface ou un volume, ils le faisaient. On a un papyrus de Rhind, vous avez des problèmes avec des calculs d'air et de longueur, de distance, de surface. Mais pour le dessin de l'architecture, c'est toujours de la géométrie et toujours extrêmement simple. Voilà le schéma tel que l'a établi le bon Jean-Philippe Loher, lui qui a étudié toutes les pyramides d'Égypte. La pyramide de Médoum, qui a servi de modèle à Khéops, ce qui n'apparaît pas vraiment dans le film tout à l'heure, puisque la pyramide de Khéops est apportée par les extraterrestres à Giza bien après qu'elle ait déjà été réalisée un modèle plus petit à Médoum. La pyramide de Médoum du roi Huni, l'architecte faisait une pyramide à degrés, c'était l'époque où on faisait des pyramides à degrés, comme celle de Djéser. Il choisit comme rapport largeur-hauteur 2 sur 1. C'est pas très compliqué. Alors, traduisons ça par des valeurs métriques. Ici, vous allez avoir une longueur de 3,50 m, c'est le palier. Entre deux, c'est le palier de chaque gradin. Et puis, on va franchir une hauteur verticale de 7, 2 sur 1. Il faut ensuite qu'il y ait une pente pour assurer la stabilité de la paroi. Les architectes à l'époque, à Djéser et jusqu'à Médoum, avaient peur du mur vertical, et ils inclinaient leur mur, et là, on a l'angle qui donne 2 mètres. Vous avez donc 5,50 m ici, 7 mètres là. Et vous dessinez vos gradins, 2 sur 1. Et lorsque par la suite, le roi Snéfrou, à la mort du roi Huni, qui n'a pas été inhumé là parce que lui aussi est mort quelque part au combat, il récupère cette pyramide. Et son architecte, ou lui, on ne sait pas qui ait pris la décision, veut transformer cette pyramide en degrés en pyramide à pente lisse. Alors, quelle a été l'idée qui a dirigé l'architecte? On pense que plutôt que d'avoir un escalier qui monte vers le monde des dieux, l'architecte ou le roi a voulu plutôt les rayons du soleil qui descendent vers le sol. Lorsqu'à travers les nuages, il y a le soleil qui passe, et bien brusquement on a une espèce de faisceau divergent extrêmement impressionnant. Et c'est probablement cette idée qui a prévalu. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a mis une pente lisse sur ces gradins. Et cette pente lisse, qu'est-ce qu'elle donne? Elle est le résultat, je rappelle, de ce rapport hauteur-largeur 2 sur 1. Elle donne 51 degrés, 50 minutes et 35 secondes ou 38 secondes, quelque chose comme ça. Or, lorsque l'architecte de Khéops a fait la pyramide de son patron, il est allé voir celle de Médoum, il n'est pas allé voir celle de Snéfrou. Il a reproduit in extenso la pyramide de Médoum. Simplement, il a fait une homothétie. Autrement dit, il l'a fait plus grande. Mais c'est exactement les mêmes proportions, les mêmes pentes. Autrement dit, toutes les divagations sur les valeurs mystérieuses préconçues par l'architecte de pi de 1,618 qui est la projection effectivement de l'apothème sur le sol, qui donne effectivement 1,618, c'est simplement le résultat de la mise en pente lisse de la pyramide de Médoum. Donc ce n'est pas du tout un calcul préconçu. D'où la sottise de vouloir spéculer sur la valeur mystérieuse de 1,618 qui n'a par ailleurs aucune utilité. C'est simplement la possibilité de construire un rectangle que universellement on trouve harmonieux. Les architectes d'époque égyptienne, grecque ou romaine, ou Moyen-Âge, utilisaient couramment le nombre d'or pour avoir des proportions agréables, pour une ouverture, pour un plan, pour une façade. La construction se fait avec une règle, une équerre, un compas, c'est extrêmement simple. Vous partez d'un carré, dont, alors nous, la diagonale du carré, racine de 2, ils s'en foutaient complètement, ça n'avait strictement aucun intérêt. Vous rabattez, donc c'est un travail au compas. Vous allez rabattre cette diagonale. Puis vous allez faire ce qu'on appelle la suite des rectangles dynamiques, ainsi de suite. Vous arrivez au double carré, alors abrégeant, vous avez racine de 5.
c'est la diagonale double carré. Vous allez rabattre cette diagonale. Vous avez un point ici. Vous avez donc ici une longueur AB qui est égale à racine de 5. Vous rajoutez une unité, c'est-à-dire le côté du carré. Là, 1, 1. Vous le rajoutez ici. Vous allez avoir votre unité à cet endroit-là. Et là, vous montez sur 2 unités. 1 plus 1. Et vous terminez votre figure. Et vous avez là, effectivement, le rectangle d'or. Racine de 5 plus 1 sur 2. Voilà, donc c'est fait en quelques secondes, avec un compas, une règle et une équerre, et tous les architectes de l'Antiquité savaient le faire, mais ils n'accordaient aucun intérêt à la valeur numérique de racine de 5, ils s'en moquaient éperdument. D'abord, ils ne savaient pas ce que c'était que racine de 5, simplement, ils avaient trouvé le moyen rapide et commode d'avoir un rectangle qui est ni trop allongé, ni trop trapu. C'est là le seul intérêt du rectangle d'or. Mais on pourrait même aller plus loin, c'est que la vraie pyramide mathématique, c'est pas celle de Khéops, parce qu'à Khéops, le nombre phi, vous l'avez, si je fais la silhouette de Khéops, vous avez ici sur l'apothème, vous allez projeter l'apothème sur sa base au sol, et le rapport entre les deux donne effectivement racine de 5 plus 1 sur 2, 1, 618. Bon. Mais c'est compliqué. Le demi-périmètre sur la hauteur fait une valeur approchée de pi, etc. C'est pas du tout voulu, c'est pas préconçu, parce qu'encore une fois, c'est l'héritage de la reprise du dessin géométrique très simple de la pyramide de Médou. La plus intéressante des pyramides, car là c'est une volonté absolue de l'architecte, c'est la pyramide de Képhren, qui n'intéresse absolument pas les pyramidomanes. Pourquoi? Parce que cette pyramide de Képhren, c'est un superbe dessin géométrique d'une régularité absolue, puisque vous avez 2 triangles, 3, 4, 5, qui sont accolés. Voilà une régularité mathématique d'une rigueur absolue. Donc, elle est beaucoup plus fascinante que la pyramide de Khéops, car là, c'est un dessin qui est voulu. C'est le dessin qui est obtenu avec ce qu'on appelle le cordeau à 13 nœuds, utilisé presque systématiquement par les bâtisseurs égyptiens. On n'a pas le devis descriptif de la Grande Pyramide, je veux dire, on a mieux. L'architecte de la Grande Pyramide, on a un nom, un certain Émioniou, qui était chef des travaux du roi, dont on a trouvé la tombe d'ailleurs, qui était peut-être le concepteur de la Grande Pyramide. Et on a trouvé mieux, c'est la maquette des aménagements intérieurs de la Grande Pyramide. C'est une découverte prodigieuse qui a été publiée en 1883 par Flinders Petrie, donc il y a longtemps qu'on sait tout ça. Et curieusement, ça passe à la trappe. On oublie complètement qu'on a ce document absolument fondamental. Pourquoi des extraterrestres auraient-ils cru devoir construire une maquette alors qu'ils avaient des plans, évidemment. Alors, il s'agit de 2 galeries creusées formant un V très ouvert. C'est sur le côté est, environ 80 mètres, côté est de la pyramide. On n'y rentre pas parce que le public y déposait des cochonneries, donc les Égyptiens ont mis des grilles à l'entrée. Bon, j'ai pu en faire un relevé précis, et Flinders Petrie lui-même avait publié un dessin tout à fait analogue. On a donc 2 galeries qui se rencontrent, et puis une autre qui se poursuit profondément, puis qui est interrompue. Or, lorsqu'on mesure les dimensions, la section de ces galeries, elles coïncident exactement au 10e de millimètre près, oserais-je dire, avec les dimensions des galeries de la Grande Pyramide. Vous avez ici effectivement l'accès depuis l'extérieur, puis vous avez la rencontre avec une galerie montante, l'autre se poursuit dans les profondeurs vers ce qu'on appelle la salle souterraine, la crypte souterraine, soit qui existait déjà, soit qui a été creusée en même temps, donc on ne peut pas le dire, ça évidemment, quoi qu'il en soit, cette galerie va jusqu'à la chambre souterraine, fait partie de la maquette. Alors, les longueurs ne sont pas respectées, parce que ça n'a aucune importance, longueur. Ce qui était important pour les appareilleurs, c'est évidemment l'angle de pente et les dimensions en section. Donc ici, vous avez une galerie qui remonte, qui aboutit à la naissance de la grande galerie, avec de chaque côté ces banquettes sur lesquelles prenaient part, on a encore les encastrements, les pièces de bois qui maintenaient les bouchons de calage qui ont été lâchés à la fin du chantier pour obstruer complètement l'accès à la galerie montante. Alors, ce qu'il n'y a pas dans la Grande Pyramide, c'est ce puits vertical. Tout simplement parce que les appareilleurs qui venaient travailler ici, qui allaient prendre des dimensions et fabriquer des équerres de pente, parce que la pente de la galerie était très importante, avaient besoin de voir clair. Donc il y avait les 2 accès
Et puis aussi, l'architecte a fait creuser un puits de lumière pour que les ouvriers puissent faire des croquis, dessiner, prendre des notes à l'intérieur de ces galeries souterraines. Et autre chose marquable, les pentes qui sont ici de 26 degrés quelques, 26 degrés 50, 26 degrés 10, c'est 26 degrés 25, c'est quoi? C'est tout simplement la pente d'un triangle rectangle qui a pour base 2 et pour hauteur 1. On peut difficilement faire plus simple. Vous voyez qu'on est mais alors très loin de toutes les spéculations ésotériques sur les dimensions, les géométries de la Grande Pyramide, le fait qu'on visait l'étoile Orion, l'étoile Sirius, bien entendu, ça n'a strictement aucun rapport. Et on a surtout la maquette à grandeur d'exécution des aménagements intérieurs de la pyramide. Ce qui veut dire, qui plus est, que s'il y avait eu d'autres galeries et d'autres chambres, elles figureraient obligatoirement dans cette maquette. Comme elle n'y figure pas, ça veut dire qu'on sait déjà tout ce qu'il y a dans la Grande Pyramide et qu'il est parfaitement vain d'y chercher autre chose. Ce qui est intéressant, par contre, dans les mesures qui sont faites actuellement, c'est que on sait par exemple que au-dessus de la descendrie, on le voit très bien depuis l'entrée initiale, hein, il y a les linteaux qui couvrent cette descendrie, puis un grand espace et puis une double voûte en bâtière, en chevron. Donc il y a une décharge au-dessus. Cette décharge, c'est une espèce de conduit creux qui descend en même temps que la galerie. Alors si les procédés de mesure actuellement en place sur le plateau décèlent effectivement qu'il y a bien ce conduit de décharge au-dessus des linteaux et qu'il existe vraiment, à ce moment-là, on pourra utiliser le procédé, puisqu'il se révèle rentable, non pas pour travailler la recherche d'un trésor dans la Grande Pyramide, mais on pourra l'utiliser dans la vallée des rois, là où on a la quasi-certitude qu'il y a des tombes de rois à découvrir. Parce qu'on a les listes de rois, on les connaît parfaitement, on connaît la durée de leur règne, on a plusieurs listes égyptiennes qui sont complètes, donc on n'a pas retrouvé leurs tombes. Ils sont dans la vallée des rois. Donc jusqu'à présent, les différents procédés n'ont pas permis, compte tenu de l'aspect complètement hétéroclite des éboulis rocheux de cette vallée des rois, de détecter la présence de ces tombes. Mais si ces procédés se révèlent effectivement parfaitement rentables et fiables, on pourra faire des opérations de télédétection dans la vallée des rois, ce qui sera infiniment plus intéressant. Selon la théorie dominante, pourtant contestée par de nombreux géologues, le Sphinx aurait été construit après la Grande Pyramide, et il n'y aurait donc pas de relation entre ces deux monuments. L'âge des pyramides qui est remis en question. Alors on a vu le paradoxe du fait que les Égyptiens construisaient des pyramides avec vraiment une perfection remarquable et que brusquement, à l'époque de Khéops, curieusement, la pyramide arrive et vient de l'espace. Bon, absurdité totale. Et on veut vieillir alors ce monument. Alors en ce moment, on le mettrait avant la pyramide de Djéser. Mais alors comment expliquer la chronologie croissante des pyramides pour arriver sur le plateau de Giza, sauf pour celle de Khéops, qui a été inventée avant, mais curieusement, elle n'a pas d'héritage, puisque celle de Djéser est complètement différente. On nage dans les paradoxes et les absurdités totales. Et là, on s'appuie sur des observations de géologues qui disent le Sphinx n'est pas du tout contemporain des pyramides, c'est-à-dire construit vers 2600 avant Jésus-Christ. Il est beaucoup plus vieux, alors on avance des dates, 10 000 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et l'un d'entre eux, j'ai lu son texte, nous dit, il y a des preuves très nettes, non contestables, on voit très bien qu'il y a une érosion de la roche le long des parois de cette cavité au milieu de laquelle se trouve le Sphinx, qui a été dégagée du rocher. Et ces parois résultent d'une érosion due à l'eau de pluie et au ruissellement de l'eau de pluie. Or, au moment de la construction des pyramides, nous dit ce même géologue, qui a quelques difficultés avec la météorologie égyptienne, l'Égypte était un désert, il n'y pleuvait pas. Donc il est complètement exclu de penser que c'est à ce moment-là que cette érosion s'est produite, c'est-à-dire après avoir construit le Sphinx. L'érosion est très antérieure. Elle remonte à une époque préhistorique où il y avait un climat tempéré avec une grande pluviométrie dans la vallée du Nil, et c'est à ce moment-là qu'on a effectivement sculpté le Sphinx, qui peut-être avait le corps d'un lion, qu'on a modifié ensuite pour en faire un Sphinx. Or, si ce géologue était un petit peu curieux, il se serait intéressé au climat aujourd'hui de l'Égypte. Aujourd'hui, quelques millénaires après la construction des pyramides. On sait que aujourd'hui il y a des orages en Égypte, notamment nous sommes en bas du delta, au Caire, l'extrémité méridionale du delta, et il y a dans l'été, à la fin de l'été, j'en témoigne, des orages d'une extrême violence.
J'ai vu les rues du Caire où j'ai circulé dans 50 cm d'eau. Le Caire était complètement inondé comme Venise. Non, il faut vraiment une masse de pluie formidable qui tombe en très peu de temps et qui va évidemment éroder considérablement les matériaux naturels. J'ai vu à Luxor, après un orage, pas au moment de l'orage parce que moi j'étais à l'abri, un orage d'une extrême violence. À ce moment-là, je travaillais en Haute-Égypte, à Tod, et on va à la vallée des rois et on voit l'eau de l'orage qui était tombé dans le désert, qui apportait des masses considérables de sable, de poussière, de cailloux, qui dévalaient comme une cascade de la montagne Tébède, qui évidemment creusait des sillons très profonds. Ça, au XXIe siècle, au XXe et au XXIe siècle. C'est dire si depuis qu'on a construit les pyramides et le Sphinx, depuis près de 5000 ans, il y a eu un très grand nombre d'orages qui ont effectivement raviné les parois. Il n'est pas nécessaire de vieillir de 10 000 ans le Sphinx pour dire que ce ravinement est dû tout simplement et banalement aux pluies d'orages qui s'abattent sur l'Égypte depuis ce moment-là. D'autant que à ce moment-là, ce que ce géologue semble complètement ignorer, les rives du Nil, sur le plateau, n'étaient pas désertiques. On le sait par l'iconographie, on le sait par les trouvailles faites par les préhistoriens. En réalité, les rives du Nil, c'était la savane, et même une savane arbustive. Et la faune qui vivait dans cette savane sur une profondeur qui pouvait atteindre 10, 15, 20 kilomètres, c'était celle qu'il y a aujourd'hui en Afrique noire. C'est-à-dire qu'il y avait des girafes, il y avait des antilopes, et ces animaux sont dessinés sur les parois des mastabas. On voit que les Égyptiens allaient à la chasse, le roi allait à la chasse au lion, par exemple, sur le plateau de Giza. Il allait à la chasse aux taureaux sauvages dans les marais, il allait à la chasse aux gazelles et aux antilopes, et les Égyptiens les capturaient, et même souvent cherchaient à les domestiquer. On a même des images de hyènes. Alors la hyène a besoin d'avoir de nombreux herbivores, c'est un animal très vorace, il faut que ces herbivores aient évidemment une nature à la disposition avec de l'herbe, des végétaux, des feuilles, des arbres, etc. Donc à ce moment-là, il pleuvait beaucoup plus en Égypte qu'aujourd'hui, et pourtant aujourd'hui, l'eau de pluie de ces orages très violents de l'arrière-saison provoque une érosion considérable. C'est dire si le prétexte consiste à dire le Sphinx a 10 000 ans de plus parce que il y a une trace d'érosion qui correspond à une époque très lointaine où il pleuvait encore en Égypte alors qu'à l'époque des pyramides c'était le désert, c'est complètement faux. C'est une fantaisie totale. Exit ce vieillissement du Sphinx qui est une absurdité de plus. Je dois vous confier quelque chose. Je crois que je serais encore en train d'errer si je n'avais pas été guidé par un chercheur hors norme, infatigable et rigoureux. Moi, à 13 ans, j'étais, chef d'équipe de secouriste à 13 ans. Tu vois la responsabilité, avec des pompiers et des médecins même sous mes ordres, c'est te dire maintenant ça a beaucoup changé. Sachez que donc depuis 40 ans, j'ai passé pas mal de temps à étudier différentes disciplines scientifiques. J'ai mis le nez en médecine, j'ai mis le nez en physique-chimie, j'ai mis le nez en maths, j'ai mis le nez en sémantique générale pour le premier cours, il n'y en a pas eu après, en égyptologie, enfin tout ça. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. De ce point de vue-là, j'ai une philosophie extrêmement solide. Moi, j'ai 13 ans d'arts martiaux. J'ai beaucoup voyagé pendant plus de 22 ans. J'ai 54 ans, dont 36 passés dans l'expérience médicale. J'ai passé 42 ans sur ce même sujet et d'autres. J'avais fait quelques études de médecine dans les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé. Mon expérience s'étend à l'enseignement. J'ai pratiqué une quinzaine d'années auprès de la ville de Paris, auprès d'enfants, d'adultes, de vieillards. Je dis par parenthèse que j'ai eu des activités militaires que je ne développerai pas et vous devinez pourquoi. Je suis encore assujetti à ces contrats-là. Mais ça m'a permis d'aller là où le civil ne va pas. J'ai une formation scientifique en fait multiple, dans les arts, toutes sortes d'armes, arts martiaux aussi. J'ai été ingénieur conseil en communication hôtelière et touristique pendant plus de 22 ans. J'ai enquêté évidemment pendant un bon nombre d'années. J'ai arrêté à la 108e enquête. Je connais très bien ce dont je parle. J'ai visité, autant que je m'en souvienne, environ 68 pays. Et quand je dis visiter, c'est-à-dire dans les racines, avec les langues, avec les coutumes, etc. Moi, je sais faire des armes extrêmement dangereuses, et les principes me sont connus, et je sais qu'il y a des armes anciennes encore sur Terre. Des armes anciennes? Oui, il y a des armes technologiques anciennes. De l'époque pyramide, tu veux dire? Antérieures. Antérieures, du même genre que les métamachines. Je suis.
totalement muet là-dessus. On pourrait m'entreprendre au fer à souder que ça sert à rien. Ça sert à rien. Est-ce que dans le film, il est dit que la statue ne peut pas être faite par l'être humain? Mais tu l'as vu le film au moins? Non, c'est ça, je demandais. Il faut un équipement. Non, Thomas, soyons clairs, tu mens à l'antenne. Tu es en train de mentir. Ça n'est pas dit ni dans mes bouquins, ni dans les films. Personne n'a dit que c'était des extraterrestres, personne n'a dit que c'était des Atlantes, personne, ni moi, ni Patrice, ni personne. La seule personne à parler d'Atlantide, c'est très peu de temps, ça concerne Aristote et tout Platon, et surtout, c'est simplement une boutade de monsieur Jean-Pierre Adam. Tout le reste, c'est du flan, c'est de l'invention de zététiciens de pacotille, c'est tout. Elle témoigne, qu'on le veuille ou non, de la présence sur la Terre, à une époque très éloignée, d'une civilisation capable de réaliser cela. Or, comme ces sites sont éparpillés sur la planète, on ne peut considérer, du fait que toutes ces métamachines répondent à des lois en quelque sorte, qui sont les mêmes, on ne peut que considérer, soit on a affaire à une civilisation ancienne, une civilisation planétaire qui aurait disparu ou qui serait partie de la Terre, soit à une civilisation extérieure à la Terre qui serait venue, qui aurait construit tout ce bazar et qui serait repartie. Mais immédiatement, vers l'âge de 20 ans, j'ai pensé à une troisième voie qui est tout aussi crédible et démontrable que les précédentes, à savoir, il se pourrait que ce soit le mixte de ces deux propositions, les hommes les plus éloignés dans le temps, en étant capables de construire cela, sont partis à une époque où d'autres civilisations extérieures à la Terre sont venues. L'Atlantide est plus qu'en filigrane dans le film, puisque Jacques Grimaud, c'est un cinéaste qui m'a appris ça, depuis 2008, est gourou de la secte Atlantis. C'est bien une secte, hein, c'est pas du tout une association savante, de grâce, dont le système idéologique, c'est la promotion d'une race supérieure à l'origine de toute civilisation, évidemment, si possible les Atlantes. Alors, on fait la confusion, on cite évidemment Platon, comme si on était érudit, qu'on faisait l'exégèse des textes de Platon, en démontrant qu'on n'a rien compris au texte de Platon, qui n'a évidemment strictement rien à voir avec une civilisation imaginaire. Au contraire, Platon utilise là une espèce de métaphore philosophique extrêmement riche, le fait que la ville d'Athènes ait résisté à l'Empire perse. Bon, mais ça, tous les hellénistes le savent parfaitement, il n'y a aucune interrogation sur le mythe de l'Atlantide décrit par Platon. Alors, la disparition de l'Atlantide, parce que Platon est un homme intelligent et son récit est tout à fait cohérent, il y a deux récits successifs dans lesquels il décrit l'Atlantide, dans lesquels il décrit d'ailleurs en réalité la puissance perse, c'est vrai. Il n'y a rien d'irréel, simplement il surdimensionne. Hein. L'armée des Atlantes, c'est tout simplement l'armée perse, qui est évidemment infiniment plus nombreuse et plus puissante que l'armée athénienne, c'est tout à fait évident. Et alors il se trouve que pour faire disparaître, on a dit, mais il y a un cataclysme formidable, un tsunami, l'Atlantide disparaît, s'enfonce sous l'océan, au-delà des colonnes d'Hercule. Alors, il fait exprès de choisir une contrée lointaine, parce qu'il veut donner une vision complètement légendaire à son récit, et bien faire comprendre aux Grecs que tout cela est parfaitement imaginaire. Donc, ça ne trompait pas les lecteurs d'époque grecque, ça trompe aujourd'hui les mauvais exégètes modernes. Et alors, on a évoqué la disparition de Santorin, Saint-Irène en italien, qui est devenu Santorin, qui est un petit îlot de la mer Égée, au nord de la Crète, qui est en fait un volcan marin, sous-marin, puis marin, puis il s'est éteint. On a installé évidemment une ville, une agglomération, Acrotyrie, à l'époque minoenne, et puis le volcan s'est réveillé, est entré en éruption, et la ville d'Acrotyrie a été ensevelie, 20 mètres de cendres. Alors, on a dit, ce cataclysme qui a affecté le nord de l'île de Crète, c'est ce qui a donné à Platon l'idée de l'anéantissement de l'Atlantide. Seulement, ça se passe aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ. Il est évident que Platon n'a jamais eu connaissance de l'éruption d'Acrotyrie et de Santorin. Par contre, lui, de son vivant, a été le témoin vivant de la disparition de Élyché sur le golfe de Corinthe, dans l'isthme de Corinthe, un tremblement de terre sous-marin provoque un tsunami extrêmement violent qui submerge une ville côtière, Élyché, avec en même temps un affaissement brutal du terrain et toute la ville a été ensevelie sous les flots.
Et tout ça est décrit très minutieusement. On a la description de la catastrophe des Lycées. Et après on dit les pêcheurs avaient leur filet qui se prenait dans le trident de Poséidon qui dépassait du temple. Donc on a énormément de documentation sur cette disparition des Lycées, dont Platon a été le témoin vivant. Donc évidemment il songe à Élyché, parce que hélas la Grèce est un pays au risque sismique permanent et tout à fait tragique. Il n'avait pas besoin d'aller chercher très 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 loin des siècles en amont une catastrophe dont il n'avait absolument pas connaissance. Donc tout est réaliste chez Platon, tout est très très clair. C'est l'idée de stimuler les Athéniens comme étant le peuple le plus héroïque de son époque, puisque ce petit peuple d'Athènes a résisté à l'immense armée perse, celle des Atlantes évidemment, et ensuite les Atlantes ont été punis par les dieux, par Poséidon, la mer les a engloutis. Évidemment, il décrit la mort, la disparition de la ville d'Élyché, dont il a été le témoin. Donc là encore, tout est extrêmement clair, sauf pour les malheureux qui font partie de la secte Atlantis. Maurice Châtelain. Oui. Alors, moi, j'étais très troublé en lisant votre livre parce qu'il y a des calculs absolument extraordinaires qui prouvent qu'il y a un rapport de proportion entre les différents monuments tout autour du monde. Monuments dans la mer Égée, en France, la cathédrale de Chartres. Par exemple, le plus flagrant que je voudrais citer, c'est que la tour de Babel avait un volume qui était exactement un sixième du volume de la Grande Pyramide. Ça peut être un hasard. Mais comme j'en ai à peu près 200 des coïncidences dans mon livre, ça fait beaucoup. Donc pour vous, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de... Mathématiquement, vous prouvez mathématiquement, je l'ai prouvé. Que tout ça est des rapports entre tous ces Absolument. monuments. C'est extraordinaire. Par exemple, vous avez les tables de la cathédrale de Chartres qui représentent exactement un centième de la surface de la base de la pyramide. C'est incroyable. La cathédrale a été construite avec un pied dont le côté représente, si je ne me trompe pas, un millième du côté de la pyramide. C'est quelque chose d'incroyable. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Oui, je pense qu'on peut passer à une petite démonstration de ce genre de méthode de travail qui consiste à prendre les documents, la première photographie du monument, qui doit porter le numéro 8, je pense. Mais il m'en parle pas. Il s'agit, n'est-ce pas, de partir de données mathématiques que vous connaissez, vous, hommes du XXe siècle, la valeur du nombre pi, par exemple, la valeur du rapport phi. Bon, ben, vous savez que le nombre pi dans l'Antiquité, c'était 22 sur 7. Attendez, attention, c'est ça que vous voulez. Voilà le premier monument. Le service d'architecture antique est allé étudier ce monument. C'est un édicule qui a été identifié comme étant le sanctuaire qui renfermait une divinité féminine d'une grande beauté qui préside à la chance. À quel endroit? L'avenue de Wagram. L'avenue de Wagram. C'est d'un accès commode. Nous avons pris méticuleusement les dimensions de ce monument et, heureusement, il a été construit à l'époque de la métrologie en système métrique. Par conséquent, nous avons pu faire nos calculs en système métrique. Et je vais vous montrer qu'avec des résultats donnés au départ, on trouve tout ce qu'on veut. J'ai repris le raisonnement de Piazzi Smith sur la Grande Pyramide. Le deuxième document. Le deuxième document qui va vous donner les dimensions principales qui nous permettent de reprendre les calculs de Piazzi Smith sur la Grande Pyramide. La largeur de la tablette sur laquelle reposent les petits objets du sacrifice en avant, qui fait 14 cm 9, je prends exactement le raisonnement de Piazzi Smith toujours, on le multiplie par 100 milliards, on obtient 149 millions de kilomètres, c'est sensiblement la distance de la Terre au Soleil. Ensuite, vous dites que le pi de l'Antiquité, c'était 22 septièmes. En réalité, c'était le pi d'Archimède, par la méthode des polygones. Avant, les Égyptiens avaient un autre pi qui était 3,16. Dans le monde entier. Et comment trouve-t-on cette fraction de 22 septièmes? La hauteur arrière, 176 cm. Sur la largeur de la fenêtre, 176 sur 56, c'est 22 septièmes. 342, c'est le pi d'Archimède. 3, 14, 28, 57, exactement. Bravo. Enfin,
Le cycle lunaire, vous faites souvent allusion au cycle lunaire, Piazzi Smyth aussi, il était astronome et je soupçonne d'avoir été aussi astrologue. Le cycle lunaire grec de Métone, qui existe au 5e siècle, est un cycle de 19 ans. Permettez de calculer 235 les éclipses de lune et de soleil. 19 ans, il faut trouver le chiffre 19. C'est la hauteur frontale de 1,90 m, 19 décimètres, 19 ans, c'est pareil. En supposant qu'il connaissait le système métrique. Poursuivons, je recherche toujours les données de Piazzi Smyth sur la Grande Pyramide. Nous prenons la valeur de la largeur de l'ouverture, 56. Je rajoute 3, 2, qui est l'épaisseur de la latte. Attention, 56, c'est l'épaisseur un du nombre fantastique. sanctuaire. Non, écoutez, Attention, difficile, il faut suivre, oui, les gens prennent des notes. Nous obtenons 59,2. 59,2 sur 2. Pourquoi sur 2? Parce que c'est sur 2, puis Piazzi Smyth le fait aussi. Ça donne 29,6. 29,6, c'est le mois lunaire. 29,6 jours, c'est aussi le pied romain. Non, 29, 53, 05, 88. Un dernier chiffre qui est le plus... Deux valeurs qui sont fondamentales. La somme des hauteurs avant et arrière, 192 fois plus 176 deux fois, 732, Poitiers. Vous n'étiez pas tombé loin. Et enfin, vous voyez, c'est moi qui suis dans la vérité. C'est vous qui êtes dans le coup. C'est moi. Et enfin, le couronnement, parce qu'on trouve de tout en cherchant ce qu'on veut. 3 cm 10 qui est l'épaisseur de la planche plus 8 cm 8 épaisseur de la latte latérale. En remplaçant les chiffres par la valeur numérique des lettres de l'alphabet, C10 H8, c'est la formule de la naphthèse. Francis Mazière. Je me suis toujours posé plein de questions. L'école, ça me faisait tellement suer. On apprenait les mathématiques, le français, la physique, que des trucs qui servent à rien. Moi, j'aurais préféré qu'on cause des mystères des pyramides, des cités d'or, c'est bien plus amusant. Étudier, c'est compliqué et barbant. Alors qu'inventer ses propres réponses, c'est à la portée de n'importe qui. C'est en écoutant Poe en classe que je me suis retrouvé bien des années plus tard à enquêter sur les mystérieux mystères de l'univers. Ce qui a complètement confirmé mes préjugés du monde. Pour toujours.